Je m'appelle Laurent Aknin, je me présente souvent en disant que je suis critique et historien de cinéma, ce qui a le mérite de ne pas vouloir dire grand-chose, à part que je vois des films depuis l'âge de 18 ans à raison d'un film par jour, et que j'écris, et que je travaille, et que je conférence, et que je commente, j'analyse l'histoire du cinéma. Et au fur et à mesure de mes propres recherches, j'ai été amené à m'intéresser à ce qu'on appelle de nos jours l'ésotérisme, d'une manière un petit peu imprévue, je dois dire au départ, parce que c'était l'ésotérisme, pour ceux de ma génération, c'était les petits bouquins de poche du style J'ai lu l'aventure mystérieuse, l'île de Pâques, le mystère des pyramides, enfin ce genre de calembredaine, et c'était pas très sérieux. Par contre, au niveau de l'imagination, c'était passionnant. Et ce qui m'a intéressé en creusant un petit peu le sujet, sur lequel j'étais venu complètement par hasard, c'était de travailler sur l'imaginaire de l'ésotérisme. En fait, ce qui s'était passé, d'ailleurs c'est assez drôle, j'étais en fac de cinéma et un de mes profs faisait un cours qui s'appelait, je me rappelle encore, le scripto-visuel. Et il nous avait demandé comme exposé, comme sujet d'exposé, de présenter quelque chose, une œuvre quelconque, de narration par l'image, mais que ce ne soit pas de la bande dessinée ou un storyboard, quelque chose d'autre. Donc au départ, j'avais pensé travailler sur les vitraux, et puis je m'étais rendu compte que je n'y comprenais absolument rien, parce que je n'avais pas la culture religieuse, ni les clés, ni les codes, et j'avais vite abandonné, mais un bibliothécaire assez rusé m'avait demandé sur quoi je travaillais, pourquoi les vitraux, et pourquoi je n'y comprenais rien. Donc j'expliquais le sujet de la recherche, et là, le coup de chance, le hasard, le destin, appelons ça comme on veut, il m'a sorti, est-ce que tu connais le Mutus Liber? Je dis, le Mutus Liber, c'est quoi ça? Il me dit, c'est un traité d'alchimie. Je dis, un traité d'alchimie, c'est quoi? Et il dit, bah, c'est un vieil ouvrage dans lequel on raconte le procédé pour fabriquer la pierre philosophale. Et il m'explique que c'est un livre très curieux parce qu'il n'y a pas de texte. Je dis, il n'y a pas de texte? Il dit, non, tout est raconté par l'image. Alors il me sort, et je l'ai encore parce que je travaille souvent sur ce livre, ça c'est l'édition, la réédition avec les commentaires de Cancelier, et c'est un livre tout à fait étonnant parce que effectivement les planches, ce sont des planches uniquement qui racontent la pierre philosophale, mais uniquement par le biais de gravures. Il faut interpréter les dessins et les gravures pour comprendre. Donc j'avais feuilleté ce livre avec les commentaires, juste pour comprendre que malgré les commentaires, je n'y comprenais strictement rien. Mais ça m'a vraiment fasciné parce que je découvrais là une autre manière de raisonner, une autre manière de concevoir une explication, c'est-à-dire que dans les études universitaires, les études scientifiques, littéraires ou autres, et c'est ce qu'un grand ésotéricien ou ésotérologue, appelons ça comme on veut, qui s'appelait Papus à la fin du 19e, expliquait très bien. On a deux procédés de raisonnement. Il y a le procédé inductif et puis le procédé déductif. Alors ça va de Sherlock Holmes aux recherches fondamentales dans la science. Et l'ésotérisme ajoute un troisième niveau qui ne se substitue pas aux deux autres, qui rajoute un autre qui est, on va dire, un moyen de raisonnement symbolique, tout simplement, analogique. C'est-à-dire qu'on va prendre une image et cette image, par analogie, va vouloir donner un concept. On va prendre une rose et ça va signifier quelque chose. On va prendre un lion et ça va signifier quelque chose. On va rajouter les deux, ça va encore donner un sens. Et donc, cette pensée symbolique, par l'image, évidemment, moi ça m'a fait tilt tout de suite en raisonnant la chose parce que quand on travaille sur le cinéma, qu'est-ce qu'on fait d'autre à part regarder des images et faire de la mise en scène? Donc, je voyais là un mode d'expression extrêmement poétique qui travaillait sur des symboles et en travaillant encore plus loin, je me suis rendu compte que finalement, le discours cinématographique, l'imaginaire cinématographique utilisait lui-même souvent des symboles, puisque l'imaginaire puise aux sources de la psychologie, de la psyché, ce qu'a très bien montré Jung, par exemple.
Et que donc si je m'intéressais vraiment au cinéma et au processus d'imaginaire, je pouvais aussi, en travaillant sur l'ésotérisme, trouver d'autres modes de pensée qui étaient vraiment très intéressants. Et je me suis mis vraiment à m'interroger, à m'intéresser à l'histoire et puis à la pratique ésotérique. L'ésotérisme, c'est un mot qui a été très galvaudé, qui ne veut pas dire grand-chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. On met les horoscopes de Télé 7 jours, c'est rangé au rayon ésotérisme, ce qui ne veut strictement rien dire. Mais on va dire que l'ésotérisme, c'est un discours, un texte, une pensée qui est voilée, qui n'est pas secrète, parce qu'on sait très bien que l'ésotérisme existe dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, mais qui va être voilée pour que seuls certains et pas d'autres comprennent. Et comment est-ce qu'on voile ça? On voile ça avec des symboles. Donc c'est un exercice poétique. Et c'est absolument passionnant parce que c'est un mode de pensée, d'analyse de l'univers qui fait appel autant à la psyché qu'à l'imagination, à l'initiation, qu'à l'exploration de ses propres profondeurs inconscientes, ce que fait d'une certaine manière le cinéma. Alors, à partir de là, je me suis vraiment amusé depuis 10 ans, 15 ans maintenant, à chercher vraiment dans l'histoire et dans les pratiques ésotériques et de voir un peu quels étaient les différents courants de pensée. Alors j'ai rencontré des kabbalistes, j'ai rencontré quelques maçons des compagnons, j'ai rencontré les Rose-Croix, j'ai rencontré... Et à chaque fois d'ailleurs j'étais très bien accueilli et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et puis je me suis un petit peu intéressé à mixer ça avec mes propres recherches cinématographiques. Ça a donné un bouquin et ça a donné pas mal de conférences et c'est un sujet qui est vraiment très, très producteur de sens. Il y a un traité, par exemple, d'alchimie qui m'a toujours beaucoup plu, qui est fondamental, que tous ceux qui travaillent sur l'alchimie et l'ésotérisme connaissent, qui s'appelle la table d'émeraude, qui date, les premiers manuscrits sont des manuscrits arabes, quoi, qui ont été ramenés ensuite en Occident après les croisades, qui ont été traduits en latin et puis en français. Donc c'est un texte fondamental de l'alchimie qui pose la base de la méthode analogique, puisqu'il dit il est vrai, certain et très véritable que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et réciproquement pour faire l'unité d'une seule et même chose. Alors si on considère que ça s'applique à une salle de cinéma, ça veut dire que ce qui est sur l'écran est comme ce qui est dans la tête des gens, que on projette notre inconscient dans une salle de cinéma. En même temps, on reçoit par un processus hypnotique des informations par le cinéma. Enfin, on peut vraiment avoir un outil d'analyse extrêmement fort. Et puis, ce qui est très drôle, moi ça me fait toujours rire, c'est de penser que je suis arrivé à m'intéresser à ça par le cinéma, comme quoi c'est vraiment une porte d'entrée extrêmement multiple et pas par, je ne sais pas moi, une origine familiale ou par des recherches spirituelles personnelles. C'est vraiment le cinéma qui m'a amené à m'intéresser par le jeu des correspondances, justement, entre un processus qui est celui du processus du spectateur, dans une salle de cinéma, et le processus de la recherche intérieure ésotérique. Ce qui est très drôle, c'est que ce jeu de correspondance, il se situe à deux niveaux. Il y a bien sûr le cinéma, par objet de fiction, qui peut représenter des figures symboliques. Je ne sais pas moi, le monolithe de 2001 Odyssée de l'espace, des séquences dans Le Seigneur des Anneaux, des Jodorowsky bien sûr par exemple, et beaucoup d'autres, utilisent des figures symboliques, soit abstraites comme Kubrick, soit vraiment venant du tarot ou de l'ésotérisme traditionnel comme Jodorowsky. Mais d'une autre manière, ces symboles se mettent en jeu dans un dispositif qui est extrêmement particulier, qui est celui du spectateur de cinéma. C'est-à-dire qu'on rejoue la caverne de Platon quand on va au cinéma. On descend on sort de chez soi, on descend ou on monte, enfin on va dans une salle, on se met dans une certaine position, assise, on se met en état de réceptivité, la lumière s'éteint,
et puis il va y avoir une lumière qui va venir de l'arrière, qui va traverser la salle, qui va se projeter sur l'écran et par réflexion va nous imprimer notre propre rétine. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à la lumière, on est face à une réflexion de lumière. Encore plus quand c'était des projections 35 mm, parce qu'il y avait un mécanisme de stop and go, de clignotement qu'on a beaucoup perdu avec le numérique malheureusement, et qui donc plonge le spectateur dans une forme de semi-trance hypnotique. Ça, c'est pas moi qui l'ai montré, c'est Roland Barthes. C'était dans un article célèbre dans Communication qui s'appelait En sortant du cinéma. Mais avant lui, Jean Epstein et d'autres grands cinéastes ont travaillé le même sujet. Et donc, dans cet état de réceptivité et de semi-trance hypnotique, on va recevoir des informations qui vont toucher notre intellect, mais aussi notre psyché. Et quand je regarde, quand je lis ce qu'on nous explique dans les processus initiatiques dans la plupart des écoles ésotériques, on nous dit exactement la même chose. Donc il y a une correspondance entre l'état de spectateur de cinéma et un processus, on va dire, d'initiation qui serait commun pratiquement à toutes les cultures. Je veux dire, dans une initiation de type africaine, il y a des films qui ont été faits là-dessus, on prend quelqu'un, on le sent, on va le mettre en brousse, on va lui montrer des choses, on va lui... En France, en Europe, on va le prendre, on va le mettre dans un temple. C'est exactement le même processus pour lui faire vivre une sorte de drame rituel dans lequel non seulement son intellect, mais aussi sa psyché vont être mises à contribution. Et au cinéma, grosso modo, on fait la même chose. Alors c'est très curieux et je me suis vraiment plongé là-dessus. Alors j'ai étudié la Kabbale, la mystique européenne, le tarot évidemment, pas pour faire des tirages de cartes pour prédire l'avenir, mais parce que les figures du tarot, par exemple, que ce soit je parle du tarot de Marseille, que ce soit les arcanes majeurs ou les arcanes mineurs, sont remplis d'un symbolisme absolument phénoménal. Et d'ailleurs, il y a un très grand universitaire, c'est Gilbert Durand, qui avait fait un bouquin qui s'appelle « Les structures anthropologiques de l'imaginaire ». Et il avait classé les mythes en mythes diurnes, mythes nocturnes, toutes les figures de l'imaginaire, en prenant comme base les 4 couleurs du tarot. La roue, le denier, l'épée et le bâton. Et ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, ça fonctionne très bien dans Le Seigneur des Anneaux. J'explique ça pour Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est une application de ce qu'on peut faire. Que ce soit le roman, et encore plus le film, si on prend les 4 couleurs du tarot, donc du tarot de Marseille, c'est-à-dire l'épée, le denier, le bâton et la coupe, on voit que toute l'histoire du Seigneur des Anneaux tourne autour de ces 4 figures. Le denier, c'est la figure circulaire, donc c'est l'anneau. L'épée, c'est l'épée d'Aragorn, c'est l'épée qui a été brisée, qui doit être reforgée, c'est le monde des hommes, c'est celui de Strider, Grandpa, qui va redevenir roi. Le bâton, c'est le bâton des magiciens, c'est Gandalf, mais c'est aussi Saruman, d'où l'importance du moment où il est dit « Votre bâton est brisé, Saruman », parce que c'est... Et puis la coupe, c'est le miroir de Galadriel. C'est le monde des elfes, c'est celui où on va se mirer. Donc c'est le côté mystérieux, féminin, par opposition au côté masculin, symbolisé par l'épée Aragorn, les deux étant complémentaires, puisqu'ensuite Aragorn va épouser une elfe. Donc ça va ensemble, et l'ensemble fait un processus d'imaginaire très fort. Ça m'a fait rire d'ailleurs, parce qu'une fois, pour des étudiants, j'ai montré les Nibelungen de Fritz Lang, et uniquement pour travailler sur le mythe de l'épée. Et donc Siegfried forge son épée, après avoir tué le dragon, et il arrive au château pour demander la main de Kriemhild, et alors là, il est super viril, il se bagarre avec tout le monde, et j'avais complètement oublié, c'est en remontrant le film que je m'en suis rendu compte, que alors qu'il va se battre avec tout le monde, il y a Kriemhild qui arrive en haut d'un escalier pour calmer le jeu, et elle tient une coupe dans sa main. Alors, mes élèves avaient fait « waouh » comme ça, moi aussi, parce que j'avais oublié, et ça prouve que ces processus d'imaginaire qui viennent des figures classiques de ce qu'on appelle maintenant l'ésotérisme fonctionnent dans notre psyché, dans notre inconscient, et donc dans la création de l'imaginaire cinématographique.
Il y a eu une mode, et elle revient, sur l'utilisation de ce qu'on appelle maintenant on appelle ça le folk horror, je crois, c'est-à-dire les traditions ésotériques des campagnes, des sorciers, des rebouteux ou des sorcières, dans le bon sens du terme, les Wicca, le mouvement Wicca par exemple. Alors bon, comme toujours, il y a eu des films qui disaient absolument n'importe quoi, mais par exemple, en France, il y a un cinéaste comme Mario Mercier qui a fait ce qu'il essayait de faire du magic cinéma, du witch cinéma. Il a fait ça le witch cinéma, avec la papesse et avec la goulve, où il reproduisait, mais alors très fidèlement, des pratiques magiques de sorcellerie, magie blanche ou magie noire. Mais là, il y a eu toute une époque, dans les années 60 en France, suite au Matin des magiciens, du côté droitier, parce qu'il y avait quand même Powell dans l'histoire, donc, mais Bergier, là le côté sérieux de l'histoire, ça venait de Jacques Bergier, la revue Planète, Fiction, où il y a eu tout, et puis surtout Claude Seignol, qui a beaucoup remis en avant les traditions folkloriques, et donc il y a eu en France un renouveau, enfin une vogue de cinéma ésotérique, fantastique, à mi-chemin entre le conte de fées, par exemple Morgane et ses nymphes de Gantillon, les films de Mario Mercier, qui s'appropriaient un petit peu cet univers-là. Il y a eu l'équivalent un petit peu en Grande-Bretagne, moins fortement, en s'inspirant un peu plus des grands auteurs britanniques, notamment Arthur Machen, un petit peu Lovecraft pour les Américains, et qu'on retrouve maintenant avec The Witch par exemple, ou autre, où on retrouve cet aspect des traditions ésotériques anciennes et populaires. C'est une autre forme de l'ésotérisme, mais qui est très fort, qui a beaucoup aussi contribué à un imaginaire fantastique. Les contes de fées, les mythes, et les contes de fées ont bien sûr une dimension ésotérique évidente. Je veux dire, c'est chez Grimm, il y a certains contes de Grimm, c'est la transmutation alchimique racontée aux enfants, avec 3 étapes, la boue, enfin quelque chose de tout à fait étonnant. La récurrence de certains symboles, par exemple le petit pousset, le nombre 7, qui revient systématiquement. Il y a bien sûr dans les contes de fées, une partie ésotérique, une partie psychanalytique, bien sûr, confère Bettelheim, mais c'est très courant. Mais c'est normal, parce que les contes de fées, les légendes, les mythes, sont des processus d'imaginaire, d'imagination symbolique. L'ésotérisme, au sens le plus large du terme, puis aux mêmes sources. Donc, c'est normal qu'il y ait une jointure. Ce qui est intéressant, c'est que le cinéma étant un art absolument syncrétique, il va prendre partout. Donc il va prendre au conte, aux mythes, aux légendes, aux symboles, au symbolisme dans son côté le plus large possible, et il va développer ça. Alors bien sûr, tous les films, on pourrait faire ça. Cocorico numéro 2, évidemment, ne passe par là. Mais le dispositif du spectateur, lui, reste le même. Il y a quand même une expérience cinématographique, même très pauvre. Mais quand il s'agit ensuite de travailler sur un symbolisme, ça devient très intéressant. On peut trouver ça même dans les films évidemment dans les films de super-héros, surtout chez Marvel, mais aussi un petit peu chez DC Comics. Mais le Iron Man, par exemple, le premier film Iron Man, peut avoir une lecture de type ésotérique. Mais attention, quand je dis ça, il ne faut pas croire que c'est un message caché. On va faire du complotisme, quoi. Les scénaristes n'ont pas planqué des messages dedans d'une manière que seule une élite pourrait... Non. C'est juste un visuel, une utilisation d'archétypes qui remonte à la surface, d'autant plus que le cinéma est une œuvre collective, un film est une œuvre collective, même si un réalisateur, il y a, comme l'a montré un linguiste, c'était Christian Metz, il y a une énonciation impersonnelle. C'est une œuvre collective, donc c'est normal que si c'est une œuvre collective, il y a un inconscient collectif. Bon. Mais dans le cas de Iron Man, le premier, c'est prodigieux. Je veux dire, il commence par fabriquer une arme qui s'appelle Jéricho, avec la référence biblique. Ensuite, il est blessé, il est capturé, il est mis dans une grotte. Il va recevoir un éclat, il va devoir commencer par réparer son cœur.
littéralement, avec une lumière sur son cœur, parce que c'est quelqu'un de très mauvais, très cynique, donc il va falloir qu'il change. Donc il va d'abord réparer son cœur, il va tomber sur un mentor qui va lui faire littéralement son initiation pendant son séjour dans la caverne. Encore une fois, alors là, la caverne, c'est là où Luke Skywalker va rencontrer son double dans l'Empire contre-attaque. C'est un symbole jungien de première importance. Ensuite, il va fabriquer son armure, comme Siegfried va faire son épée. Et la première version va être de couleur plomb. Et la deuxième version évolutive, j'ai fait évoluer le modèle, va être rouge et or. Rouge et or, c'est-à-dire les couleurs classiques de l'alchimie. On prend du plomb et on va passer à l'œuvre rouge pour faire de l'or. Bien sûr, c'est symbolique, bien sûr, évidemment. Et tout ça dans un même film. Quand j'ai vu le film la première fois, j'étais là, il y a 20 ans, j'étais dans la salle, j'ai dit, mais on se moque de moi, là, c'est une blague. Non, c'était tout à fait au premier degré, je ne suis même pas sûr qu'ils aient vu tout le symbolisme qu'ils avaient mis dans le film, mais ça marchait très très bien. Bien sûr, là, on parle du cinéma de l'imaginaire, c'est-à-dire des films qui vont très loin dans l'imaginaire, films de super-héros, science-fiction, fantastique, etc. C'est peut-être moins fort quand on va voir des films réalistes, même si le réalisme n'a pas grand-chose à voir avec le cinéma. Ricardo Freda, que j'aime beaucoup, disait que le réalisme est la pire forme d'expression artistique. Mais même des cinéastes comme Truffaut ou Chabrol, pour reprendre les tenants de la nouvelle vague, donc cahier du cinéma, se sont laissés aller, ils ont fauté, on va dire, à faire des films oniriques ou à faire des films plus bizarres. Truffaut, c'est La Chambre verte, Chabrol, c'est Alice ou La dernière fugue, d'après une variation sur Alice au pays des merveilles et à travers le miroir. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que le cinéma propose une expérience au spectateur qui est une expérience de type quasiment, je dirais pas mystique parce que ça dépend du sujet du film, mais en tout cas très curieuse. Au cinéma, par exemple, on fait déjà l'expérience de démultiplier l'espace. On passe, comme dans le rêve, on passe d'un espace à l'autre, puisqu'il y a un découpage, un montage, et ça, c'est déjà tout à fait étonnant. Ce qui est très drôle aussi, c'est que dans les expressions traditionnelles, en alchimie, quand on prend de la pierre philosophale et qu'on va la mettre dans un métal en fusion pour transformer, pour faire de l'or, d'après la légende, hein, bien sûr, cette opération-là s'appelle la projection. Moi, je trouve ça merveilleux, quoi. Comme je trouve merveilleux que les inventeurs du cinéma s'appellent les frères Lumière. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, la coïncidence est extraordinaire, est quand même magnifique. Mais non seulement on va trouver des espaces disjoints, mais en plus, au cinéma, on n'est pas du tout passif. On va commencer à créer un univers de toutes pièces dans son inconscient, ce qu'on va appeler l'univers diégétique, c'est-à-dire que, par exemple, ceux qui me regardent là en ce moment en train de faire mon intéressant, ils vont voir ce fond de pièce, ils vont imaginer, sans s'en rendre compte, qu'il y a un immeuble autour, et puis une ville, et puis une temporalité, qui n'est pas le XVIIIe siècle, qui n'est pas l'époque des carrosses. On est aujourd'hui et maintenant en ville, en tout cas dans un appartement. Donc on va créer, sans s'en rendre compte, tout un univers, l'univers diégétique, l'univers induit par ce que raconte le film, sans s'en rendre compte. Donc c'est une forme de création mentale. Et en plus de ça, au cinéma, sauf dans le cas des films tournés en un seul plan séquence, et ils sont tellement rares qu'on les signale comme étant en un seul plan, on fait l'expérience du temps parce qu'on a deux temps différents. Le temps du récit, le temps diégétique, et puis le temps de la projection, qui ne coïncident pas. Et on peut passer de l'un à l'autre sans difficulté. Ce que les grands mystiques, les grands penseurs de l'ésotérisme disent depuis des siècles et des siècles, le spectateur du cinéma le fait tous les jours. Et ça, c'est quand même assez... Alors, même si on fait un film réaliste, même si on fait un film qui ne veut pas être un film d'imaginaire, même si c'est du piala, même si c'est... eh ben, malgré tout,
on va quand même faire une expérience assez curieuse où on va se projeter dans un univers, dans une autre temporalité par un procédé qui est l'expérience cinématographique. Donc le symbole qu'on va recevoir vont moins fortement imprimer notre psyché, ça certainement, mais par contre l'expérience cinématographique du spectateur, elle est toujours la même. La première porte d'entrée, je ne le savais pas à l'époque quand j'ai vu, mais la première porte d'entrée, ça a été 2001 Odyssée de l'espace, évidemment. Parce que dans 2001, ce qui est fascinant, c'est que c'est un film totalement abstrait, qui n'explicite rien, contrairement au roman d'Arthur C. Clarke, qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus, je l'ai lu bien plus tard, hein, mais on comprend qu'on a quelque chose à comprendre, par quelque chose de mystérieux, de voilé, qui est ce fameux monolithe, et puis d'événements qui ne sont pas expliqués. Pourquoi est-ce que l'ordinateur se révolte? Pourquoi, où est-ce que atterrit le Dave Bowman? Qu'est-ce que le monolithe? Rien n'est expliqué, et pourtant on comprend que ce n'est pas arbitraire, qu'il y a un sens. Et que du coup, le sens, c'est au spectateur, non pas forcément de le deviner, mais de le fabriquer, de le comprendre. Je l'ai compris bien plus tard, mais c'est la définition même de l'ésotérisme. C'est-à-dire, on présente une série de symboles, de discours obscurs, voilés, recouverts, et quand on est prêt à comprendre, on comprend. C'est le principe même du discours initiatique, du discours ésotérique. Donc ça, c'était la première porte d'entrée, vraiment fondamentale. Ça a été, 2001, j'ai dû le voir. Grosso modo, je vais le voir chaque fois qu'il passe en salle dans de bonnes conditions, je vais le revoir. C'est sans fin. Parce que, et je l'ai vu, je crois, je devais avoir 10 ou 11 ans dans le cinéma qui se trouvait en bas de cet immeuble d'où on nous parle en ce moment. Alors d'autres voies d'accès par la suite, sans chercher, il y a bien sûr des films, les films expressionnistes allemands, certains films de langue comme Metropolis qui ont un sous-texte extrêmement bizarre, des films muets bien souvent qui ont des utilisations encore plus fortes des symboles mystiques, des symboles traditionnels. Mais encore une fois, quand je les ai vus la première fois, ça ne m'avait pas marqué, mais Dreyer, Borzégui, des cinéastes comme ça sont absolument passionnants par ce qu'ils montrent. Et puis ensuite, Jean Epstein. Jean Epstein, quand j'avais vu La chute de la maison Usher pour la première fois, où il avait fait quelque chose de très intéressant qui m'avait beaucoup perturbé, la vitesse de certaines séquences en faisant des champs contre champs ne sont pas les mêmes selon le point de vue. On voit quelqu'un, normalement, il est filmé à la bonne vitesse, mais on voit ensuite ce qu'il voit de son point de vue et c'est au ralenti. Donc d'un seul coup, l'univers cinématographique commençait à se déliter en fonction du psychisme des personnages. Donc c'est la psyché du film qui était atteinte. Ça, c'est tout à fait passionnant. Mais même dans le cinéma bis, le Masque de la mort rouge de Roger Corman m'avait beaucoup marqué. L'apparition de la mort rouge, alors que c'était un film sataniste, plus ou moins, avec Prospero qui voulait invoquer le diable. Et puis c'est la mort qui apparaît, qui n'a rien à voir avec le diable, qui n'y connaît absolument rien. Et bien sûr, le 7e saut était passé par là avant, mais de Bergman. Mais le Masque de la mort rouge m'a beaucoup plus marqué que le 7e saut, finalement, parce que c'était plus populaire, c'était immédiatement compréhensible. Et d'ailleurs, la mort rouge, il y a des symboles incroyables. Elle offre une fleur, une rose qui se teinte de rouge à une vieille dame, et puis ensuite on la voit tirer le tarot, et puis il y a les autres morts qui apparaissent ensuite. Enfin, c'est un film absolument prodigieux. Ça, oui, ça a été. Je l'ai vu, j'étais vraiment ado. C'est un film qui m'a terriblement marqué. C'était aussi une très belle porte d'entrée sur ce qu'a pouvait être la pensée ésotérique. Là, je parlais de Jean Epstein.
donc, qui a fait La chute de la maison Usher et tellement de films incroyables. Le Tempestaire, par exemple, qui est un court-métrage fabuleux. Et c'était aussi un théoricien, il a beaucoup écrit. Là, j'ai eu la chance de trouver une fois son premier livre, édition originale, La Lyrosophie, avec un envoi en plus. Et j'ai commencé à le lire, et à ma grande joie, en même temps, je tombe sur un chapitre qui s'appelle Cabale, et qui commence par nous, kabbalistes, en tant que chercheurs de certaines vérités. La lyrosophie, c'est une forme de poétique selon Epstein, et puis il a fait beaucoup d'autres ouvrages, notamment un qui s'appelle Le cinéma du diable, où il considère que le cinéma est une invention diabolique, pas au sens négatif, mais parce qu'il permet justement de faire quelque chose qui était réservé aux créateurs, c'est-à-dire à modifier le réel, modifier l'univers. Donc d'une manière mécanique, et donc le cinéma avait lui-même du coup une psyché, un psychisme. Ça, c'est un autre ouvrage qui s'appelle Intelligence d'une machine. Et voilà, donc le cinéma comme être pensant et intelligent qui a un inconscient, qui a une psyché. Donc, il peut travailler sur les symboles, sur le symbolisme, donc, et voilà, et on revient sur nos pattes. Et là, c'est un des derniers ouvrages qu'il a écrit, j'ai trouvé cette édition il n'y a pas longtemps, c'est Esprit de cinéma, et qui est un résumé vraiment, il y a même un chapitre, Le délire d'une machine, c'est le gros plan du son, ça c'est magnifique, le sens du cinéma, tous des chapitres sur la culture cinématographique, sur un chapitre qui s'appelle Propagande secrète. Alors, c'est pas le côté propagande qui est intéressant, c'est le côté secret, bien évidemment, puisque ça renvoie au concept de base de ce que peut être l'ésotérisme. C'est vraiment... Sans doute, le cinématographe n'est pas le seul procédé qui introduise à la découverte des généralités entourant leurs immenses pénombres le clair îlot de nos connaissances raisonnables. De la psychanalyse à la microphysique, il s'est constitué plusieurs groupes de techniques qui ébauchent le dessin d'un univers où la raison n'a plus toujours raison. Ça, des pages comme ça, j'en prendrais très très souvent. Et Epstein, c'était donc un des rares exemples de cinéastes théoriciens qui ont mené de front des ouvrages d'analyse et une œuvre cinématographique de premier plan. Parce qu'il peut y avoir des grands théoriciens qui ont fait quelques films qui sont totalement inintéressants, d'autres qui n'ont jamais été capables d'analyser leur propre œuvre, même si c'est vraiment passionnant. Chez Jean Epstein, il a réussi à mêler les deux. Donc l'œuvre d'Epstein, il faut à la fois la voir et la lire, quoi. C'est ça qui est vraiment passionnant chez lui. Alors je continue à traquer, parce que je suis un peu fétichiste, les éditions originales de Jean Epstein, mais enfin tout avait été réédité il y a longtemps chez Segers. Ça doit être quelque part là derrière. Où est-ce que ça peut être? Enfin, je les ai. Ça, c'est sûr, parce que je m'y reporte très... Ah, bah, allez, voilà. Voilà. Ça, c'était une réédition il y a pas mal de temps de tous les écrits de Jean Epstein sur le cinéma, sauf, justement, la lyrosophie, que j'ai retrouvée par la suite. Donc ça, oui, ça c'est fondamental dans ce domaine pour comprendre un peu de quoi on essaye de parler. Les surréalistes, alors c'est assez curieux. En fait, les surréalistes, c'était une histoire d'excommunication permanente, quoi, donc c'est un petit peu difficile. Disons que Breton et compagnie sont restés, ils ont mis le doigt sur quelque chose, bien évidemment, mais ils sont restés au niveau du rêve. Dans leur analyse des rapports entre la psyché et le cinéma, enfin l'art en général. Reproduire le rêve ou s'intéresser, ou alors l'écriture automatique, comme on fait dans l'analyse, c'est-à-dire à un niveau, ils sont contemporains de la psychanalyse, hein, plus ou moins. Donc ils sont intéressés
au cinéma comme rêve. Alors ça, c'était pas nouveau. Depuis le début du cinéma, on disait que le cinéma était une forme de rêve. Sauf que au cinéma, on ne dort pas, sauf si on va voir un film de Marguerite Duras, bien sûr. Je suis méchant parce que j'aime beaucoup le cinéma de Duras. Mais enfin, et ce n'est pas non plus un rêve éveillé. On dirait aujourd'hui que ce serait un rêve dirigé, mais ce n'est pas vraiment ça non plus. Donc, ils se sont beaucoup intéressés là-dessus, avec les symboles du rêve, avec la psychanalyse surtout freudienne, pas du tout jungienne, j'ai l'impression. Ils sont passés un petit peu à côté parce que quand on aborde les théories de Jung, par exemple, qui avait rompu avec Freud, les théories de Jung induisent obligatoirement une notion de transcendance. Et une fois, on m'a sorti quand même cette énormité, Freud est de gauche, Jung est de droite. Bon, ce qui est une aberration complète, mais l'idée qu'il y ait une transcendance, que Jung ait apporté une dimension supplémentaire. Il y avait le ça, le moi, le surmoi, et lui, il a apporté le soi. Bon, alors ça passait pas dans certains milieux, donc les surréalistes n'ont pas vraiment capté, j'ai l'impression, cette dimension-là. Ce que d'autres, peut-être, ont beaucoup plus travaillé. Et par exemple, un grand théoricien de la narration, c'est Joseph Campbell. Et là, on voit très bien qu'il a puisé chez Jung, mais aussi chez Eliade, chez des gens comme ça qui ont travaillé sur l'histoire des mythes, sur la notion de sacré par opposition au profane, qui ont travaillé sur tous ces concepts à mi-chemin, en faisant une symbiose, bien sûr, entre les théories psychanalytiques, les recherches anthropologiques sur les mécanismes d'initiation traditionnels et les dispositifs qui vont avec. Donc le surréalisme est resté un petit peu à l'arrière de tout ça. C'est pour ça que même si certains films sont passionnants, c'est ce qui différencie, par exemple, je ne sais pas moi, c'est pour ça que Hitchcock, par exemple, n'est pas un cinéaste ésotérique. Voilà, grand cinéaste psychanalytique, évidemment, mais voilà, il va prendre Dali pour Spellbound, la maison du docteur Edwards, mais il va s'arrêter là. C'est un catholique, c'est un religieux catholique très coincé. Il va pas chercher au-delà de ça. Il va pas chercher sur des symboles transcendantaux, mystiques, on va dire. Hitchcock n'est pas un mystique, alors que quand on travaille sur certains domaines, quelque part, il y a une forme de mysticisme qui apparaît, puisqu'on aboutit à une notion de transcendance qui est nécessairement là si on considère qu'il y a un inconscient collectif. Si on considère qu'il y a des archétypes, c'est-à-dire des images récurrentes dans la psyché de toute l'humanité, forcément on fait une sorte de transcendance, puisqu'il y a une pensée commune, et non pas une pensée individualisée qui est celle de la psychanalyse freudienne. Dario Argento, que j'ai rencontré plusieurs fois, lui, il est amusant parce que moi j'ai l'impression, mais là je m'avance peut-être, que la mystique, c'était pas lui, c'était Daria Nicolodi. En fait, quand on regarde les grands films comme Suspiria, mais déjà à partir de Profondo Rosso, mais surtout Suspiria et Inferno, c'était quand même l'influence de Daria Nicolodi, qui avait un substrat beaucoup plus marqué sur la science ésotérique traditionnelle que ne l'a Dario Argento. Donc on voit que dans sa filmographie, dans son parcours, il y a un moment, c'est ce que j'appelle la période Daria Nicolodi, où il bascule vraiment dans une forme d'ésotérisme, surtout dans Inferno, mais c'était déjà là dans Suspiria, un petit peu dans Profondo Rosso, et qu'ensuite ça va disparaître, parce que justement il ne va plus être avec Daria Nicolodi. En Italie, c'est particulier. Dans les cinémas d'imaginaire italien, tout le cinéma bis, on va dire, depuis le fantastique jusqu'au polar et aux films d'horreur des années 80, en passant surtout par le péplum et par le western, il y a un double mouvement. Il y a un mouvement où on ne va pas faire de péplum religieux, mais des péplums mythologiques, néo-mythologiques.
Hercule, Ulysse, bon. Et Jason, Thésée, tous les héros mythologiques, quasiment pas de film sur Jésus, pas de film sur les apôtres, pas de du tout. Et quand on va faire des westerns, ça va être des westerns avec des titres blasphématoires. Dieu les crée, moi je les tue. Dieu pardonne à mon pistolet. Tire encore si tu peux. Bon, c'est curieux. Il y a un renversement comme ça. Mais par contre, il n'y a quasiment pas, il y a très peu de films vraiment, on va dire, ésotériques, sauf Giulio Chesti, un film comme Arcana, par exemple, non mais invisible. Ou parfois les films de Pupi Avati, peut-être, mais les films, certains films tournés à Turin, les films turinois, on va dire, dans l'histoire du cinéma, parce que Turin, c'est la plateforme de l'ésotérisme en Italie. En France, ça sera Toulouse, et quelques quartiers de Paris. Il y a des villes comme ça qui sont marquées, mais sans aller tellement au-delà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas finalement de nationalité au cinéma ésotérique, puisque justement, par définition, ça transcende un petit peu les frontières. Il y a eu certains thèmes ésotériques, ou certaines doctrines, ou certains qui sont revenus plus ou moins. Alors, par exemple, la Kabbale, par exemple, présente dans le cinéma expressionniste allemand, est présente chez Aronofsky. Darren Aronofsky est un très grand cinéaste kabbaliste. On ne comprend pas ses films si on ne connaît pas la Kabbale. Moser, par exemple, ce film avec ce couple dans la maison, j'ai éclaté de rire à la fin du film. J'ai un grand moment de solitude quand j'ai compris ce qu'il voulait faire avec un moment d'un dialogue. Et alors j'ai essayé d'en parler ensuite, mais c'était passé complètement à la trappe lors de la sortie du film. Et pourtant, il y avait une clé d'œil dans son premier film, dans Pi, où il y avait une rencontre avec un kabbaliste qui fait un cours de kabbale pratique au mathématicien qui lui reconnaît dans une formule kabbalistique la suite de Fibonacci. Et bon, alors voilà, Aronofsky est un grand cinéaste kabbaliste et il y a des films sur la Kabbale dans le cinéma expressionniste allemand, Le Golem, une partie de Métropolis et d'autres films qui sont très marqués par la tradition kabbaliste. Donc ça saute les frontières et les périodes. C'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. On va trouver des films de science-fiction, mais aussi des films fantastiques ou parfois des drames tout à fait incongrus, des mélodrames, par exemple. Frank Borzégui, le roi du mélodrame muet hollywoodien dans les années 20 et jusqu'au début des années 40, certains de ces films sont de vrais blasons ésotériques, et vraiment ésotériques, parce que ce sont des mélodrames. Donc on peut suivre l'histoire parfaitement, et puis si on regarde ça d'un autre œil, on voit très bien qu'il y a un chemin ésotérique extrêmement fort qui est marqué. Il faut dire qu'il était maçon au 32e degré, je crois. Mais c'est très intéressant. Un film comme Strange Cargo, par exemple, ou L'heure suprême, à l'époque du muet, c'est des films qui sont totalement symboliques, au sens propre. Donc ça saute des époques, ça saute des cinéastes et des pays. C'est général. Dans L'heure suprême, par exemple, il faut le voir en entier, bien sûr, mais c'est l'histoire d'un jeune type qui se dit athée, militant, et qui travaille dans les égouts de Paris. Et il sauve une jeune fille et il l'emmène chez lui, il habite au 7e étage. Attention, ça commence. Et Borzégui a fait construire un décor pour les faire monter en un seul plan les 7 étages. C'est-à-dire que ce qu'on coupe généralement, il le montre. Donc il y a l'ascension au 7e étage. Ensuite, du 7e, il lui montre les étoiles avec une espèce de passerelle pour lui dire allez, viens maintenant, elle n'est pas encore prête. Bon. Et puis, ensuite, il va partir à la guerre. Et pendant qu'il va être au front, tous les jours à la même heure, ils vont se mettre en relation psychique, ils vont fermer les yeux, elle dans son appartement, lui à la guerre, pour se mettre en relation psychique à distance. Et quand il va être blessé, elle va perdre le contact. Et finalement, il va revenir aveugle
en disant j'ai tout compris, je suis aveugle, mais maintenant je vois, enfin quelque chose, enfin c'est un trajet initiatique dans le cargo maudit. C'est un prisonnier qui s'évade et avec un groupe de forçats. Et c'est une bête fauve, pratiquement. Et puis, bizarrement, dans le groupe d'évadés, il y a un personnage supplémentaire. On ne sait pas d'où il vient. Il est avec eux. Et il va commencer à, entre guillemets, pas convertir, parce que ce n'est pas un film religieux, mais il va faire réfléchir philosophiquement tous les évadés à ce qu'ils ont fait de mal, ce qu'ils ont fait de bien, pour les faire changer ou pas. Et à la fin, le héros est régénéré. Il a fait tout un trajet comme ça, à coups de symboles, pendant tout le parcours de son évasion. C'est un film totalement étrange, quoi. Ça, c'est très... l'idée de faire arriver un espèce de maître supérieur inconnu dans un groupe d'évadés qui va les accompagner. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Eux-mêmes ne comprennent pas d'où il vient. Voilà, c'est des exemples comme ça chez Borzégui, il y en a plein. C'est un cinéaste passionnant pour ça. C'est Hervé Dumont, je crois, qui a fait un livre assez capital sur Borzégui qui s'appelle Sarastro à Hollywood. Sarastro, c'est le nom d'un des personnages de La Flûte enchantée de Mozart, qui est un opéra maçonnique. Une fois, Christophe Gans, dans un bonus d'un film d'elle, avait dit que c'était une cinéaste ésotérique. Oui, je trouve. Je trouve, même si elle va sûrement dire que non, telle que je la connais. Mais oui, bien sûr. Parce qu'elle aussi, elle va prendre des éléments psychiques qui appartiennent au conte et elle va mettre une quantité de symboles qu'elle ne va pas expliciter. Dans Innocence, par exemple, la petite fille qui arrive dans le pensionnat dans un cercueil. Et on ouvre le cercueil, c'est une petite fille qui sort. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? C'est pas un film de zombies, c'est simplement un symbole. Donc oui, bien sûr, Lucile Azielewicz, elle travaille dans tous ses films sur les rapports avec l'enfance, bien sûr, mais sur les archétypes symboliques que l'on doit décrypter et qu'elle ne va pas interpréter dans ses films. C'est ça qui est sa grande force. Certains films vont puiser du côté de Lovecraft, comme dans Évolution, d'autres dans les contes, comme le dernier, La Tour de Glace, là, qui est très très beau. Dans Earwig aussi, là, c'est un film avec une enfant qui a des dents de glace. Enfin bon, donc des symboles extrêmement perturbants qui renvoient à notre imaginaire et qu'elle ne va pas forcément expliciter. Donc ça, c'est aussi, c'est le principe même de l'ésotérisme, en dehors même de toute, de toute doctrine. On ne va pas dire que c'est un film kabbaliste, on ne va pas dire que c'est un film maçon, on ne va pas dire que c'est un film rosicrucien, on ne va pas dire que c'est un film... Non, ce sont des films totalement étranges qui n'appartiennent qu'à elles-mêmes. Un peu comme 2001, d'ailleurs, où le symbole abstrait n'appartient qu'au film, et le spectateur qui va voir ces films va être, au sens propre, impressionné d'une certaine manière et va devoir faire un travail pour assimiler, comprendre, ou ne pas comprendre, mais en tout cas accepter les images et les scènes qui sont dans ces films. Oui, c'est une cinéaste que j'aime vraiment beaucoup. Quelque chose qu'il faudrait faire, si on s'intéresse au cinéma, c'est noter ses rêves. Je pense que quand on rêve après avoir vu un film, mais pas du film, hein, mais noter, si on voit un film et que la nuit, on fait des rêves, ou la nuit d'après, mais très peu de temps après avoir vu un film, et qu'on fait des rêves, ça veut dire souvent que le film a dû avoir un impact sur notre inconscient, sur notre psyché, et nous a montré quelque chose, faire ressortir quelque chose, nous apprend quelque chose. Ça aussi, le cinéma comme art initiatique, c'est parfois, parce que les rêves aussi sont une porte d'entrée initiatique sur nous-mêmes. Parce que tout le principe des initiations, quelles que soient les cultures, ça dit la même chose, ça veut dire apprendre à se connaître soi-même. Bon. Et ça m'est arrivé encore la semaine dernière, je veux dire, j'avais vu
un film qui m'avait assez marqué. Je ne dirais pas lequel parce que ça c'est perso, mais pendant la nuit, juste derrière, j'ai fait un rêve qui m'a vraiment marqué, que vite j'ai noté. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que j'avais fait ce rêve après avoir vu ce film? Quelles étaient les correspondances? Qu'est-ce que le film avait dû déclencher pour que je fasse ce rêve? Et qu'est-ce que ce rêve, maintenant, m'apprenait de nouveau? Et quand on fait ce travail-là, ça, c'est absolument passionnant. Donc, les films impressionnent, et c'est ça aussi l'assimilation. L'assimilation ne se fait pas uniquement sur un plan intellectuel, sur un plan objectif. Elle se fait sur un plan subjectif, et donc psychique. Ça, j'en suis vraiment, vraiment persuadé. D'expérience concrète, je veux dire, quand on commence vraiment à travailler sur soi-même et sur sa position de spectateur de cinéma. Je veux dire, pourquoi est-ce que je vais voir autant de films? C'est quoi cette névrose qui pousse à aller voir du film d'une manière, enfin j'ai vu plus de films que bien que la plupart des mortels, quoi. À raison d'un film en salle par jour pendant 30 ou 40 ans, ça devient fou. Donc c'est une sorte de névrose, mais qui correspond aussi à une forme de recherche. Donc, et quand ensuite je vois que certains films ont pu avoir un impact, ont déclenché quelque chose, ce qui est intéressant, c'est de le noter, de noter le rêve, et de voir ensuite qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a pu déclencher, qu'est-ce qu'est le lien. Et on revient à ce qu'on disait au départ, le phénomène d'analogie. Quelle était la correspondance, quelle était l'analogie entre les images, le thème de ce film et le rêve qui a été fait à la suite, ou la nuit qui a suivi la réception de ce film. Et ça, c'est un travail qui est vraiment qui est en lien. Alors là, voilà, ça c'est le travail vraiment, c'est un travail ésotérique, justement. C'est ça l'idée. C'est ce travail d'analogie qui ne se fait pas uniquement sur un plan objectif, mais qui est voilé. Et ça, on le sait depuis très longtemps, le rêve voile et dévoile. De la même manière que le symbole voile et dévoile. Et c'est ça ce travail. La salle obscure n'est pas une église, mais c'est un temple. C'est-à-dire que c'est un espace, ça renvoie à une forme d'espace sacré, d'espace off, confère Eliade. Eliade expliquait très bien, et Lévi-Strauss aussi, que dans tout le processus du sacré et de l'initiation, on quitte un territoire profane, ordinaire, pour aller dans un lieu spécial. Bon, les églises, c'est ça aussi. Sauf que les églises, ou les synagogues, ou les mosquées, n'importe quel lieu de religion, sont liés aussi à un dogmatisme. Et là, je dis ça au sens propre du terme, c'est-à-dire un dogme religieux, c'est quelque chose que l'on doit accepter, c'est le dogme, sinon on ne fait pas partie de cette religion. On est d'accord? Bon. Quand il s'agit d'un espace ouvert comme une salle de cinéma, nous rejouons, comme je le disais, une expérience un petit peu similaire, c'est-à-dire que nous sommes dans un espace entre guillemets sacré. On va faire silence. Chut. On engueule les gens qui mangent du popcorn, parce que sinon, eux, ils ratent complètement leur expérience, bien évidemment. Et à ce moment-là, on va avoir une expérience, et en plus une expérience commune. C'est terrible de se retrouver tout seul dans une salle de cinéma. Une projection seule, il se passe quelque chose de différent. Même une autre personne, l'autre jour j'ai vu un film, on était deux, ben c'est pas la même chose de voir un film quand on sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle que d'être tout seul dans une salle de projection. Il y a une sorte de dégrégore psychique qui se forme, qu'on ressent pour recevoir à plusieurs une même expérience. Donc il y a une circulation des énergies qui se fait. Et donc la salle de cinéma, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si malgré tout le cinéma continue. Qu'est-ce qu'on va dire ? Il y a un besoin
de ça, malgré tout. Bon, pas forcément pour vivre une expérience mystique. Hein. C'est paraître la sortie en famille pour se retrouver entièrement. C'est aussi l'endroit où on peut aller ploter son petit copain ou sa petite copine. C'est une autre forme d'initiation, ça, d'un autre côté. C'est important aussi. Mais ça fait partie du truc. C'est un lieu de socialisation. Il n'y a pas que l'aspect de l'expérience psychique, mais elle fait aussi partie de l'expérience du spectateur. Souleymane Cissé, le grand réalisateur africain qui a fait un film qui s'appelait Yélène, La Lumière, qui est époustouflant. On a évoqué Jodorowsky, bien évidemment, même s'il avait un côté assez anard, on pourrait parler de Jean Cocteau, qui a trouvé son propre système ésotérique à lui, mais que Le Testament d'Orphée est un pur film ésotérique. On aurait pu parler de Jean Grémillon, qui est aussi assez curieux. On aurait pu parler de... Oh là là, il y a toute l'histoire du cinéma, en fait, que l'on peut parcourir comme ça. Même on a parlé de Corman, mais on aurait pu parler de beaucoup d'autres qui, parfois même d'une manière un petit peu involontaire, Cocteau, bien sûr, c'est très très important, c'est assez fondamental. Jean Cocteau, Le Testament d'Orphée, par exemple, c'est son film le plus pur, parce qu'il récapitule son œuvre, et en même temps, c'est un véritable film ésotérique. Il y a la séquence de dialogue où il est devant le tribunal, et où il explique ce que c'est que la poésie, c'est-à-dire ce que c'est que la création cinématographique, c'est littéralement, mais il faut prendre le texte pour essayer de le décrypter, quoi. C'est un véritable discours ésotérique. C'est très... Il faudra le revoir, mais on trouve des éléments fabuleux dans le Orphée, tout simplement, dans La Belle et la Bête, dans Le Sang d'un poète, son premier film, totalement expérimental. C'est un cinéaste comme ça qui a parcouru, et encore une fois, son symbolisme n'appartient qu'à lui. Donc, il n'appartient qu'à lui, mais en même temps, il va mettre un centaure, il va mettre Orphée, il va mettre Oedipe, il va mettre des grandes figures archétypales. Donc, il les prend, il les détourne, il les récapitule à sa sauce, tout en faisant son propre univers. Le mot de la fin, il n'y a pas, c'est typiquement, alors là, justement, c'est ça qui m'amuse. Quand j'avais fait un bouquin sur le sujet, je dis que je ne peux pas faire de conclusion. Je ne peux pas faire de conclusion parce que précisément, c'est un domaine ouvert. C'est ça qui est... c'est à chacun de faire un peu ses... Je déteste l'expression de faire ses propres recherches parce que ça renvoie encore à des discours absolument affligeants. Pas sur Internet, mais personnel. C'est-à-dire, voilà, je dis ça, vous allez au cinéma, un film, vous allez faire des rêves, notez vos rêves. Pourquoi est-ce que vous aimez aller au cinéma? Qu'est-ce qui vous plaît au cinéma? Qu'est-ce qui vous a ému? Quelles sont les impressions? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui agit sur vous au niveau du cinéma? Et rappelez-vous aussi vos impressions d'enfance, vos premières sensations de cinéphile, de spectateur, pour comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner. C'est ça aussi qui est très important. Pour le reste, il suffit de continuer à regarder des films de Christopher Nolan ou d'autres, puis de s'intéresser à ce qui se fait en ce moment. Un cinéaste encore à suivre. On disait que je n'ai pas cité Christopher Nolan, bien sûr. Évidemment, ça c'est incroyable. C'est un des cinéastes les plus passionnants. Même Villeneuve, c'est très curieux ce qu'il arrive à faire. C'est très très passionnant. Donc il y a vraiment un domaine contemporain qui continue, un imaginaire contemporain qui se développe et qui renvoie à ces figures fondamentales qui font partie de ce qu'on appelle traditionnellement l'ésotérisme.